Chers amis, si je vous dis Breguet, échappement libre et force constante, évidemment vous ne pensez pas à grand chose, c'est bien normal. Aujourd'hui on va vous parler d'une pendule exceptionnelle en direct de chez Mouret Pendulier à Sainte-Croix. On va avoir le plaisir de s'entretenir avec Nicolas Hull qui va travailler sur cette pendule à l'avenir. Vous allez voir, c'est un travail exceptionnel de Breguet. On n'a pas tous les jours l'occasion d'avoir pareille pièce à côté de nous. Un morceau d'histoire de l'horlogerie, c'est maintenant, c'est tout de suite et vous l'aurez compris, c'est seulement sur les Rabilleurs. Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau avec Nicolas Hull. Nicolas, merci d'avoir répondu présent à notre appel. Avec plaisir, Nicolas. L'épisode juste avant se consacrait à une magnifique cage à oiseaux chanteurs que tu nous présentais dans les détails. Oui. Et aujourd'hui, on va avoir le plaisir de se retrouver devant une pendule, une œuvre de Breguet qu'on peut associer à une pendule pyramide, comme tu me disais, et qui est vraiment caractérisée par son échappement, un échappement libre à force constante. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet objet qui est un peu à nu, si je puis dire, devant nous? Tout à fait. Là, on a vraiment que la partie mécanique. Je trouve que c'est plutôt bien de la voir comme ça, parce qu'on se rend un petit peu compte de tout ce qu'il y a derrière le cadran. Et c'est de très belles factures, donc forcément, ce qu'il y a sous le cadran, on n'a pas besoin de le cacher. C'est magnifique. C'est une pendule assez exceptionnelle. Déjà, de par sa construction, on a un balancier qui se trouve tout en haut, qui est de superbe qualité, un balancier à grille. De par ses fonctions, elle est aussi hors du commun. On a une réserve de marche de 10 jours, deux gros barilets qui rejoignent leur force sur une roue de huitaine commune. On a une seconde qui s'affiche sur un disque. En principe, on a là une tige en acier bleu, un peu comme celle pour l'équation. Là. On a une tige en acier bleu qui vous donne la seconde. C'est vraiment une pendule chronométrique parce que elle ne possède pas un échappement classique. C'est un échappement libre et à force constante. La dernière complication de cette pièce, c'est l'équation. On voit là la pomme de terre, comme on la surnomme vulgairement dans le métier, et un magnifique disque gravé à la main et argenté à la crème de tartre qui nous donne le jour. Et quand on vient régler le jour, la came d'équation nous donne le décalage entre le temps moyen et le temps solaire au niveau des aiguilles. Là. Donc si je tourne là, les aiguilles, elles vont bouger par rapport à l'autre. C'est ce qu'on appelle une équation traînante. C'est-à-dire que les deux aiguilles des minutes tournent toujours en même temps. L'aiguille dorée indique le temps solaire, l'aiguille bleue indique le temps vrai ou le temps moyen. Si on doit rentrer un peu plus dans les détails, moi je dirais vulgairement qu'un échappement libre, c'est qu'à un moment donné, dans le chemin de l'énergie, comme j'aime l'appeler, où les chevaux sont lâchés, c'est-à-dire que la roue d'échappement va n'être en contact avec rien du tout et il va juste avec l'énergie qu'il a par la force du barillet, on va dire à la fin de la chaîne d'énergie, avancer tout seul. Voilà, en fait tu vas lui donner l'impulsion qu'il faut pour entretenir son oscillation, mais tu vas le laisser tranquille, tu ne vas pas l'embêter. Donc tu vas très peu perturber son oscillation. Tu le perturberas juste un tout petit peu quand tu le repousseras. Et c'est pour ça que les échappements libres sont associés à des pièces de précision. Par exemple, un échappement libre, c'est l'échappement encre suisse, qu'il y a dans quasiment toutes les montres bracelets. C'est un échappement libre. C'est qu'à un moment donné où l'encre ne touche, les palettes de l'encre ne touchent pas le balance, un très long moment d'échappement. Ouais, c'est ça. Et si on doit parler de la force constante, comment tu définirais le rôle de la force constante qui est justement d'avoir l'énergie la plus précise possible à chaque fois qui est transmise? Alors nous, ce qu'on appelle avec Dominique la force constante, c'est un mécanisme qui redonne toujours la même force à chaque oscillation. Il existe aussi sur les pendules ou sur certains régulateurs de précision des remontoirs d'égalité. Nous, on classifie plus ça pour un mécanisme qui se remonte tous les 3, 5, 10, 30 secondes et qui redonne la même force. Là, du coup, c'est chaque seconde qu'un petit poids est remonté et est déclenché. Donc c'est un petit poids qu'on règle qui vient donner la force pour repousser le balancier lors de l'impulsion. Et donc c'est ça en fait cette force c'est-à-dire que la force qui est envoyée est similaire à chaque seconde. Et donc du coup c'est garant de précision à la fin pour le balancier. En gros, tu as un moteur en bas et le moteur, chaque seconde, il remonte le petit poids.
le balancier déclenche le petit poids, il le déclenche et la force du petit poids le pousse le balancier, il descend et ensuite, tac, le moteur le remonte. Magnifique. Le moteur, c'est la partie puissance et le poids, et le balancier, c'est la partie précision. Et ici en particulier, je vois, et on en avait parlé lors d'une précédente vidéo quand on a été voir des personnes que vous appréciez à Paris à la pendulerie. Oui. On avait parlé des effets de variation de température sur la bonne marche d'une montre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avec toutes les couleurs chatoyantes de ces métaux qu'on voit Le problème, quand on fabrique une pendule, c'est qu'on veut avoir un oscillateur précis. Donc, quelqu'un de très intelligent qui un jour a inventé le pendule. Donc on a une tige avec une masse au bout et ça aussi. Et en fonction de la longueur de ce pendule, il va plus ou moins vite. Là, le but, c'est de battre la demi-seconde. D'accord. Le pendule, c'est une barre dans une certaine matière avec la masse au bout. On le fait osciller. Pouf. Si la température est parfaitement constante, le matériau qui fait la tige, il ne va pas bouger. Mais ça n'arrive que dans la théorie. Et cette barre, avec les variations de température, qu'elle soit en acier, en laiton, en je ne sais trop quoi, elle va se raccourcir et se rallonger. Donc elle va changer la période d'oscillation du balancier. Si tu changes la période d'oscillation du balancier, la pendule va avancer ou retarder. Et comme l'être humain est une bête intelligente, à un moment, il y a un certain John Harrison, pas Harrison Ford. Hein. Non, il n'était pas là encore. Non, il n'était pas là. Qui a eu l'idée d'utiliser des barres de fer ou d'acier et de laiton. Il les a empilées d'une certaine manière, pour faire simple, et il a remarqué qu'elles avaient la caractéristique de compenser leur longueur en fonction de la température. Donc en gros, c'est un balancier que, si tu voulais, tu pourrais le déplier. Ok. Oui. Pour à la fin avoir une longue barre d'acier, une longue barre de laiton qui vont compenser leur longueur. Donc, le plus important, c'est d'avoir le point d'attache et le centre d'inertie du balancier qui reste toujours au même endroit. Toutes tes barres en laiton et en fer, elles vont bouger dans tous les sens, mais le point d'inertie du balancier va toujours rester au même endroit. Ça, c'est une des compensations thermiques qu'on peut avoir sur un balancier. On peut avoir des balanciers donc, à grille, comme celui que je viens d'expliquer brièvement. On peut avoir des compensations au zinc, avec barre d'acier, barre de zinc. On peut avoir une compensation au mercure. Et un système qui fonctionne très bien, qui s'est beaucoup fait sur les horloges d'édifice, c'est la tige en sapin. Bon, elle compense rien en l'occurrence, mais tu prends une tige en sapin avec un veinage très droit, tu le peins pour éviter tu le vernis, pour le protéger des variations d'humidité. Et ça reste vachement linéaire, ça bouge pas trop. Dingue. C'est assez précis, mais ça casse. Il y en a même qui l'ont fait en quartz, je crois. En quartz ou en marbre, il y en a qui ont fait des tiges. Alors, oui, là, ça bouge pas, quoi. Ça bouge un peu. Ah, ça bouge un peu. Je crois que ça bouge un peu. Et c'est super fragile, surtout. Si maintenant on parle purement de restauration, ouais. Sur cet objet que vous avez eu, je ne sais pas quand vous l'avez eu forcément, quel va être votre rôle ici ? Qu'est-ce que vous allez avoir à faire pour lui rendre ça superbe ? Alors moi, quand je le vois comme ça, on voit quand même un objet qui est superbe, qui est magnifique. Et d'où ma question, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que vous allez faire sur cet objet ? C'est une pendule, on en connaît 3 avec cet échappement. Donc, c'est pas un truc standard. Et ce modèle-ci, Dominique a eu la chance de pouvoir la restaurer il y a 20 ou 25 ans. Donc, on sait qui a travaillé dessus. Notre manière de fonctionner, c'est qu'on ne laisse pas aux autres ce qu'on veut pas qu'on nous laisse comme travail sur une pendule. Donc, ça va être un travail d'entretien. Alors, on voit que les laitons sont un peu sales, il y a des traces de doigts. Je ne sais pas trop pourquoi, il y a des gens qui ont un peu aigrisé des vis, qui les ont un peu massacrés, mais c'est pas méchant. Donc tout ça, on va reprendre les bleus et tout ça pour que ce soit clean. Mais au-delà de ça, les bleus ils ont été faits il y a 20-25 ans, donc c'est bon. Ça va plus être un démontage complet, un contrôle des usures, voir si y a des petites choses qui se sont usées, les compenser. Et quand ça se sera fait, on remettra des huiles neuves, parce que ça c'est vraiment le problème sur les pendules généralement. Comme il y a des très petites quantités d'huile et qu'elles sont souvent à la poussière, aux variations de température, au bout de 5-10 ans, il faut les changer. Donc ça va être changer les huiles aussi. C'est un entretien.
Donc elle sera un petit peu plus propre, mais là, c'est un entretien courant. C'est comme un service sur une voiture si on veut une révision. Tu appellerais ça, toi, un rhabillage? Une forme de rhabillage ici sur Ouais, cette... ouais. En plus, ça tombe bien. Oui, ça tombe très bien, parce que les rhabilleurs, comme vous l'aurez compris, ça vient pas de l'habit, ça vient du fait de rhabiller Voilà. un objet horloger. D'accord. Alors ici, on n'a pas payé pour l'instant, parce que c'est dans un autre endroit, tout ce qui va être cadran, etc. Il y a des choses à faire au niveau du cadran, au niveau du reste d'habillage de la montre, ou c'est à ce niveau-là, c'est bon? Alors, faut s'imaginer qu'il y a l'habillage, il y a un petit peu de laiton doré, il y a un cadran en émail qui est en très bon état. Donc, ça avait été nettoyé il y a 20 ans. Donc, on va simplement gentiment dépoussiérer. S'il y a un peu quelque chose à enlever avec de l'alcool, on l'enlèvera. Et puis voilà. Le but, c'est une pièce qui a juste besoin d'être entretenue pour être bien fonctionnelle. Il y a quelques traces de doigts et voilà, un petit rafraîchissement. Et puis, contrôler que tout aille bien. S'il y a une ou l'autre pièce à refaire parce qu'elles sont usées, ma foi, on les refera. Il faut être quand même très minutieux. Cette pièce, on ne nous l'a pas donnée pour rien. Il faut, comme j'ai déjà dit à l'épisode dernier sur la cage à oiseaux, c'est un objet, il faut prendre le temps. Il faut le faire bien. Parce que si tu prends pas le temps, quand tu travailles sur un objet comme ça, tu vas lui faire du mal. Et ça, c'est pas possible, évidemment. Non, mais si c'est pas pour faire ce métier bien, moi, je vais travailler dans les champs, ça m'ira aussi. C'est sûr. On fait bien ou on fait pas. On a l'habitude, notamment là récemment avec Valentin, on a été découvrir la nouvelle montre bracelet souscription pour le 250e anniversaire d'installation de Breguet Quai de l'Horloge à Paris en 1775. On a pu du coup voir des souscriptions originales, boîtier or et boîtier argent, et dessus c'est vrai qu'on voit toujours la signature Breguet, le numéro d'identification de la montre, un numéro de registre. Et là, je baladais mes yeux comme ça et je vois ni signature, ni numéro. Est-ce que tu sais où il se trouve et est-ce que ça a pu t'apporter l'information de l'année, de la provenance? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît? Cette pendule, elle a un grand cadran devant avec des indications, un numéro de série. Donc on peut savoir via les archives Breguet pour qui elle a été faite, en quelle année, qu'est-ce qu'elle a demandé comme travail, qui a fait quoi et ce qu'elle a coûté. Simplement, c'est une pièce qui appartient à un client qui voulait la garder quand même assez confidentielle. Donc on n'a pas mis tout l'habillage, mais on voulait quand même partager avec vous cet objet qui est formidable. Et le fonctionnement, quand c'est une pendule, c'est super qu'on l'ait en vidéo parce que c'est là qu'elle a son intérêt. Quand on voit cet échappement en route, le bruit que ça fait, ce chlic. Et le poids qui tombe, qui n'en finit pas de tomber finalement. C'est actif, quand vous l'avez dans la pièce, ça fait un son dans l'oreille, c'est trop bien. C'est plutôt doux d'ailleurs. Ouais. C'est assez doux comme son. C'est très doux, c'est agréable, c'est vraiment top. Et sans dire exactement l'année du coup, mais j'imagine que c'est quoi, 1800, 1810 dans ces eaux-là? À peu près 1815, 1820. La mécanique date. Et c'est d'une facture formidable, les ponts et tout, c'est magnifique. Il y a des réglages dans tous les sens parce que c'est très délicat, bien entendu. Vu que le balancier, c'est au milieu, en bas du balancier, là, derrière les plaques polybloquées, qu'il y a un petit doigt qui vient activer l'échappement. Donc, il faut vraiment qu'elle soit droite dans tous les sens pour bien fonctionner. Ça, c'est une pendule... si elle n'est pas bien installée, elle ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'elle soit installée. Ce que tu disais avec la cage à oiseaux chanteurs dans l'épisode précédent, il faut que tout soit parfait pour que la mécanique puisse fonctionner de la meilleure façon. C'est délicat. Mais quand ça fonctionne très bien, ça ne s'arrête pas. Tu sais, avec ces deux barillet massifs qui sont toujours, j'ai l'impression, une signature de Breguet, une des signatures de Breguet, combien on a de réserve de marche une fois qu'on est pleinement remonté sur un objet là, on a de toute façon 10 jours. Il faut bien s'imaginer que c'est des barillets où il y a des ressorts très grands, mais très fins. Ils sont pas gros, ils sont pas durs à remonter. Les barillets sont pas gros pour qu'il y ait beaucoup de puissance, mais ils sont gros en diamètre pour avoir beaucoup de tours disponibles. Sur un barillet, c'est bien si on prend le graphique de couple que donne un barillet, quand il est tout en bas, il donne pas de couple du tout. Quand il est tout en haut, il donne la masse de couple, et entre les deux, il a un couple quasi linéaire, qui est pas mal. Et ce qui est bien, c'est de trouver un système mécanique qui va permettre que le ressort ne soit remonté jamais à bloc et jamais qu'il soit à zéro. Ça s'appelle un arrêtage. En gros, si le barillet a
15 tours de réserve de marche. Tu lui gardes, tu l'utilises sur la plage de 3 tours à 12 tours. Et les 3 premiers tours et les 3 derniers tours, tu fais un système pour que le barillet il ait plus de force du tout à ce moment-là. Comme ça, ton échappement, il n'aura jamais trop de force ni trop peu de force. Et la pendule, sur toute la phase de remontage active, Ça va être parfait. ça va être bien linéaire, bien propre. Et ça, il y a dessus. Ça s'appelle l'arrêtage. On le voit derrière si on regarde bien. T'as en plus, Oui, c'est super je bien vois. fait. Tu as une croix de Malte avec un doigt qui vient travailler avec, une plaque par-dessus. C'est très proprement fait dessus. Donc il n'est ni jamais pleinement remonté, ni jamais trop bas. Voilà. Et donc en fait, ce qui permet de, alors au-delà couplé à un échappement à force constante, de distribuer une énergie toujours constante. Voilà. L'équilibre. L'équilibre, toujours. ce qui est le plus important. L'équilibre en toute chose, messieurs, dames. Magnifique. Écoute, est-ce qu'on a des choses à rajouter sur cette magnifique pièce? Non, il faut bien s'imaginer que c'est un truc qui est propre, très bien construit, très rigoureux, et c'est du bonheur. Ça, c'est une pièce, tu affûtes bien tes tournevis, tu travailles proprement dessus, il y a zéro problème. Je crois qu'on se lassera jamais de cette Ouais, les c'est petits poids chouette. qui tombent. L'échappement C'est est chouette. vraiment chouette. Ouais. On peut ouvrir la discussion parce que c'est pas la seule. Moi, je l'associe au type pyramide parce qu'elle a un peu cette forme comme ça et que ça permet un peu de les classifier. C'est des pendules assez délicates, très pointues. Il en existe d'autres types, notamment la vraie pyramide de Breguet avec on a une base en dessous rectangulaire avec un grand cadran, plein de petits systèmes super chouettes comme une lunette qui tourne pour laisser apparaître ou pas les carrés de remontage. Et au-dessus, on a 2 pans en pyramide avec des vitres biseautées sur l'avant avec un magnifique balancier. Ça, c'est un modèle. Et un autre modèle qui s'appelle le Génie et l'expérience. Il y en a une au Musée du Temps à Besançon qui appartenait au bureau de longitude, qui est magnifique, avec les 2 personnages dorés, le génie, l'expérience. C'est une représentation féminine et masculine. Et c'est je sais plus si c'est le génie ou l'expérience qui tient le balancier. Un balancier un peu comme celui-ci. Ok. C'est superbe. Je vois à peu près. C'est superbe. Et chez Breguet, tu me dis si je me trompe, mais à mon avis, c'est les plus belles pièces seulement qui avaient le droit à avoir des échappements libres ou des échappements libres à force constante ou juste des échappements à force constante. Et par rapport à l'actualité, si récemment on a vu la belle vente qu'il y a eu chez Philips, c'est la pendule sympathique qui est passée. Si je ne dis pas de bêtises, parfois les pendules sympathiques avaient le droit, étant donné que c'était quand même des objets un peu exceptionnels, à un échappement à force constante. Oui. Alors, la pendule sympathique dont tu parles, qui est passée chez Philips, qui avait été d'ailleurs fabriquée à Sainte-Croix, possédait non pas une force constante, mais il me semble un remontoir d'égalité à la façon de Le Pote, avec un système de déclenchement empierré très chouette que j'ai un jour vu sur un régulateur de Le Pote et qui remontait toutes les 10 secondes une masse. Et à voir fonctionner, c'est magnifique. C'est trop chouette. Et il existe plusieurs versions de cet échappement de Breguet. Ça, c'est une version avec sur la roue d'échappement, enfin sur la roue qui remonte le poids. Il y a des espèces de dents en forme assez courbées, ouais, assez courbées, c'est particulier. Et elles ont plus ou moins de longueur en fonction de l'échappement. C'est pas toujours la même roue qu'ils ont utilisée. Dingue. Ils ont un peu fait évoluer. C'est comme quand on regarde les chronos de marine de Berthoud, c'est jamais le même. Hein. Ils ont toujours cherché à faire un balancier un peu plus petit, un échappement un peu différent. Et ils faisaient évoluer. C'était pas du standard. Et ça, c'est chouette. Donc c'était un peu leur signature de faire du standard. Voilà. Cher Nicolas, je pense qu'on a fait le tour de cette pendule, à ne pas confondre avec horloge, parce que tu dis que les horloges sont pour les poids. C'est toi qui m'as dit ça, et je trouve que c'est une bonne définition aussi. Les horloges plutôt à poids, les pendules, on ne fait pas de dessin, et les pendulettes avec un balancier annulaire. Donc, voilà, comme sur une montre. Voilà, à un moment, il faut être d'accord et un peu qualifier les choses. Mettons-nous d'accord. Comme tu as dit, là, ça me va très bien. Ah bah ça va alors, restons bons amis. Voilà. Merci encore pour tes explications. Ouais, avec plaisir. Pour ce troisième épisode en direct des ateliers Mouret penduliers. Et je pense qu'on va se revoir tout bientôt. Mais j'espère. Pour d'autres beaux objets. Avec plaisir. Merci encore Nicolas. J'espère que vous maîtrisez désormais tous les secrets de l'échappement libre et à force constante de Breguet avec cette magnifique pendule. On remercie encore une fois Nicolas Hull et Dominique Mouret pour cet accueil si bienveillant et chaleureux, plein d'explications, plein d'histoires. Et on se retrouvera, nul doute, très prochainement pour d'autres épisodes
en direct de Sainte-Croix pour présenter des pièces toujours aussi exceptionnelles. Merci.